laisse la parole à Bernard Cross qui va vous présenter son regard militaire sur la question et vous pourrez échanger avec lui à la suite de sa présentation. C'est à vous, Bernard. Merci. Bonjour, j'espère que tout le monde m'entend bien, que vous voyez bien le diaporama. Donc, excusez-moi de ne pas être parmi vous, j'aurais préféré être avec vous, mais bon, mon corps en a décidé autrement, c'est pas bien grave, mais ça va passer. Alors, je vais vous parler du patrimoine fortifié de l'ère toulonnaise qui est autour donc, de la rade de Toulon. On va le survoler, hein, parce qu'en 20-30 minutes, on ne peut guère faire plus, mais je voudrais déjà vous initier très rapidement, l'évoquer, en commençant par dire que c'est en quelque sorte un musée éclaté de la fortification et qu'il nous fournit une sorte de parcours d'initiation aussi bien sur l'architecture militaire que sur l'histoire. Une histoire qui se déroule... qu'est-ce qui se passe? Une histoire qui se déroule sur 4 siècles, depuis le début du XVIe siècle jusqu'au milieu pratiquement du XXe siècle. Et puis en matière de paysage, c'est un patrimoine qui se disperse, qui égrène le paysage du niveau de la mer jusqu'à 800 mètres d'altitude sur les plus hauts monts toulonnais, le mont Côme en l'occurrence. Alors, l'architecture, d'une manière générale, ça n'est pas simplement un geste esthétique, c'est surtout et d'abord une réponse à un besoin fonctionnel. L'architecture militaire, c'est une réponse à un besoin défensif. Elle doit constituer un moyen d'offrir une parade à une menace. On fait souvent la comparaison dans l'art de la guerre entre attaque et fortification, au boulet et à la cuirasse, par exemple. Alors, Toulon, en matière de fortification, n'est pas unique. Il y a beaucoup de places fortes en Europe. Toulon a une particularité, c'est une place forte bicéphale. Elle a à la fois des ouvrages de défense terrestre, c'est-à-dire qui sont destinés à interdire une occupation du territoire par une armée en campagne. Ce sont des ouvrages qui doivent résister dans la durée parce qu'ils peuvent affronter des sièges qui quelquefois duraient des mois, voire des années. Et il faut affronter l'artillerie de siège d'une armée en campagne. Pour la défense côtière, c'est différent. La mer n'appartient à personne, donc tout le monde peut y naviguer, en particulier tous les adversaires potentiels de la France qui sont dotés d'une puissance navale. En matière d'offensive sur les côtes, on assiste plutôt à des combats qui sont ponctuels, brefs, mais qui peuvent être très intenses et répétitifs. Et puis surtout, par rapport au cas de la défense terrestre, en matière d'artillerie navale, on a affaire à des moyens beaucoup plus puissants puisque des vaisseaux transportent leur artillerie alors qu'une armée en campagne a plus de difficultés pour transporter ses canons. Alors, si on regarde un peu brutalement le paysage de ce patrimoine militaire autour de Toulon, on peut compter à peu près 70 pastilles qui illustrent autant d'ouvrages qui existent toujours actuellement. Et on voit l'aspect bicéphale. Tout ce qui est en bleu, ce sont les ouvrages de défense côtière. Et puis les carrés verts, ce sont les ouvrages de défense terrestre. Alors vu comme ça paraît de prime abord un peu compliqué, mais je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi aujourd'hui on a cette cartographie sous les yeux. Alors, je vais aborder rapidement et peut-être un peu de façon pêle-mêle divers axes pour aborder ce patrimoine fortifié. Il y a une logique d'implantation sur le territoire. Les formes architecturales évoluent au cours du temps et nous verrons comment et pourquoi. Les structures constructives également. L'organisation des ouvrages répond à des typologies assez standards, mais avec des mises en œuvre qui peuvent varier au fur et à mesure du temps. Et puis, évidemment, le résultat de tous ces changements, c'est l'adaptation à l'évolution des menaces. Alors, le territoire. L'aire toulonnaise, on la voit ici, on reconnaît quelques plaines, beaucoup de massifs. On voit sur la droite les voies d'invasion principales, puisque la frontière a longtemps été au niveau du Var, du côté d'Antibes, avant de s'éloigner au-delà de Menton en 1860. Donc les deux voies d'invasion par Hyères ou bien par Cuers. Et puis sur la gauche, un peu plus clair, une voie d'invasion accessoire possible, qui est l'ancienne route royale venant de Marseille. Tout à gauche, c'est une route à laquelle il faut penser pour une armée. C'est une armée un corps d'armée qui pourrait débarquer du côté des plages de Sifour ou de Sanary.
Et puis on voit la flèche courbe qui montre une possibilité de contournement du Faron par la vallée de Dardenne, ce que l'histoire a montré régulièrement. On a eu affaire à des offensives dans toutes ces directions. Et puis face à la mer, alors évidemment la mer est ouverte, ça peut venir dans tous les sens, mais avec des directions privilégiées. Au centre, c'est une attaque directe contre Toulon. Là, l'idée, c'est de bombarder Toulon avec une flotte pour détruire l'arsenal, parce que ce qu'il faut protéger à Toulon, vous l'avez compris, c'est le port militaire. Et puis de part et d'autre, à l'ouest et à l'est, eh bien, ce sont les plages qui offrent des débarquements possibles en rade d'hier ou bien du côté de Sanary, Sifour, comme je le disais tout à l'heure. Et puis il y a les îles d'hier qui peuvent être également des têtes de pont pour des adversaires de la France, même pour des pirates. Et on l'a vu assez souvent au fil de l'histoire. Alors, la menace, vous l'avez compris, c'est l'artillerie. L'artillerie ancienne, ce sont des canons qui tirent à tir tendu, ce sont des mortiers qui lancent des bombes en tir courbe. Au fil du temps, tout ceci évolue beaucoup. En haut à gauche, c'est une bombarde turque du XVe siècle qui lance des boulets de pierre impressionnants, mais à quelques dizaines de mètres, à 80 mètres au maximum. Et puis en bas à gauche, c'est l'artillerie classique du XVIIe, XVIIIe, dont la portée efficace va de quelques centaines de mètres à 1 ou 2 kilomètres. Et puis à droite, on voit l'artillerie qui commence à se moderniser, milieu et fin du XIXe siècle, avec des portées qui arrivent à 2500, 4000, 6000, voire jusqu'à 10 000 mètres à la fin du XIXe siècle. Ensuite, alors, en matière d'artillerie navale, je disais que les pièces sont beaucoup plus importantes qu'en matière d'artillerie terrestre, puisqu'on voit en haut à gauche le bon vieux canon de marine que tout le monde connaît, qui lançait un boulet inerte à 800 ou 1000 mètres au maximum, au XVIIIe siècle. Et puis on voit à droite l'artillerie de la fin du XIXe siècle, qui envoie des obus explosifs jusqu'à 4, 5, 6 000 mètres, pour atteindre au début du XXe siècle, dans les années 30, une portée maximale de 40 km. Donc on voit que l'architecture défensive doit affronter tout ceci et s'adapter pour y faire face au cours du temps. Alors venons-en aux formes, à l'architecture, aux images, aux paysages. Vous avez ici les ouvrages les plus anciens. En bas, c'est le fort de Brégançon, avec une base médiévale. C'est une architecture massive avec des tours qui sont érigées de façon un peu altière. À gauche, on voit la grosse tour, la tour royale de Toulon, du début XVIe siècle, qui elle aussi est un ouvrage massif, altier, qui, rien que par sa physionomie, impressionne et décourage avant de l'assaillir. Au XVIIIe siècle, XVIIe, XVIIIe siècle, les formes vont évoluer dans la même typologie. On voit en haut gauche la tour de Balaguier qui était évoquée tout à l'heure. C'est un ouvrage qui est altier, qui est face à la rade. On voit ces embrasures à canon qui sont placées en étage, de façon à voir et surtout à pouvoir tirer loin. Et puis les autres ouvrages qui sont des ouvrages qui font tout de suite penser à Vauban, ils ont été construits bien longtemps après lui, c'est le fort Lamalgue avec des ouvrages également massifs en défense terrestre, des demi-lunes, des contre-gardes qui sont disposés autour d'un corps de place, au milieu de fossés pour compliquer la progression de l'adversaire. Et puis au fil du temps, si on accélère, si on va un peu à l'autre bout de la chaîne chronologique, on voit ici, avec le fort de Pipodon, qui est de la fin du XIXe siècle, à Evenos, on voit un ouvrage dont on devine que l'adversaire qui est tenté de s'en emparer, en arrivant depuis l'arrière-plan, depuis le fond de la photo, ne distinguerait rien qui émerge du paysage. Là, nous le voyons, quelques façades de casernes, parce que nous sommes du côté ami, du côté qui est défendu, mais l'adversaire qui se place à l'extérieur, lui, ne voit rien. Les ouvrages sont masqués, plaqués contre le terrain, quelquefois sous le terrain, de façon à échapper au regard et à l'artillerie, puisque l'artillerie, à l'époque de cette construction, porte jusqu'à 6000 mètres. Et le plan qui se trouve en dessous, qui est un plan du fort de Sifour, montre bien que tous les ouvrages sont protégés sous des masses de terre, voire encastrés dans le rocher. On voit bien cette progression au fil du temps. Les ouvrages qui étaient altiers vont un peu se tapir contre le sol, voire s'y enterrer. Et l'étape ultime, c'est celle qui précède la Seconde Guerre mondiale, puisque le fait nouveau dans l'art de la guerre pendant la Première Guerre mondiale, c'est l'apparition de l'aviation militaire avec les bombardements aériens. Et l'image que nous avons sous les yeux, elle montre la batterie de CP qui a été construite à Saint-Mandrier dans les années 25-30, avec des tourelles de 340 mm capables de tirer à 40 km.
Et on voit sur le plan que tous les locaux de service sont protégés par une couche de béton très épaisse qui, au maximum, peut atteindre jusqu'à 7 mètres. On a vraiment l'étape ultime de la fortification. Alors, sur les organisations, comment est-ce qu'on conçoit dans les grandes lignes un ouvrage de défense, en particulier un fort de défense terrestre? Il faut assurer une défense lointaine contre l'artillerie, c'est l'objet d'une enceinte défensive qui va porter de l'artillerie. Il faut assurer la défense rapprochée, car les armées arrivent bien souvent à conduire le siège au pied de l'ouvrage, donc il faut une enceinte défensive sur laquelle les défenseurs se postent pour assurer la défense rapprochée au fusil. Il faut héberger les troupes, évidemment, ce sont des casernes. Et puis, il faut conserver, maintenir à l'abri les munitions, les vivres, l'eau, qui est un vivre essentiel pour subsister. Sans eau, un siège ne peut pas tenir. Et puis, du matériel, évidemment, de service. Sans oublier l'écurie, évidemment, pour les époques anciennes. Alors, fortification terrestre, vous reconnaissez des ouvrages de la Porte d'Italie, 17e, 18e siècle, ou le Fort Sainte-Catherine, qui est 18e siècle. Organisation typique, des portes avec pont-levis, des bastions, ce qu'on voit à droite, un bastion avec un orillon, on voit dans son axe une embrasure à canon, et puis en bas à gauche, un bastion à Sainte-Catherine, avec des toutes petites ouvertures qui sont des créneaux pour le fusil, pour la défense rapprochée. Si on prend un peu de hauteur sur des ouvrages un peu plus récents, à gauche, c'est le Fort Lamalgue, on est en plein 18e, c'est du Vauban typique, conçu après lui, mais d'après ses leçons. On voit une grande cour, une caserne, des grands bastions, on devine les embrasures derrière lesquelles sont les canons. Et puis sur la droite, on voit le fort du Grand Saint-Antoine sur le Faron, qui est un peu plus récent puisqu'il est des années 1840. Et là, on voit que la physionomie a un peu évolué, puisque les bastions sont devenus des petits bastonnets dans les 5 angles du fort. Et puis on voit que l'artillerie n'est pas sur l'enceinte elle-même. On devine autour de la cour centrale un massif de verdure aujourd'hui qui avant était un massif qui portait de l'artillerie. L'artillerie n'est plus sur l'enceinte, elle est à l'intérieur, ce qui fait que si les tirs lointains d'artillerie renversent l'enceinte extérieure, eh bien l'artillerie qui est placée au centre du fort peut toujours agir à distance. Les moyens d'action, on en voit ici des illustrations architecturales typiques. Vous reconnaissez les merlons et les créneaux, les embrasures à canon, en partie haute, embrasure ouverte ou embrasure couverte à droite. Et puis au milieu en bas, ce sont des créneaux de fusillade. Et on devine que derrière, les défenseurs peuvent se poster pour assurer la défense rapprochée de l'ouvrage. Les casernes du XVIIIe siècle, qui sont assez monumentales avec de grosses places d'armes, on est vraiment toujours ici au XVIIIe siècle dans l'architecture où la fortification, tout en essayant de se masquer des tirs, n'hésite quand même pas à montrer son caractère menaçant. Alors l'artillerie, je l'ai déjà dit, c'est le moteur de l'évolution de l'architecture militaire. Vous reconnaissez un peu des armes analogues à celles que je présentais tout à l'heure. Eh bien, on en voit les effets puisque par rapport à la caserne du Fort Lamalgue que l'on voyait tout à l'heure, on voit ici la caserne du Fort Saint-Antoine dont on voit qu'elle est déjà couverte par un massif de terre qui est là pour protéger les dessus contre une artillerie qui maintenant tire de plus loin et lance des obus explosifs à la place des boulets inertes du siècle précédent. Exemple encore plus marquant, c'est celui du fort de la Croix-Faron, tout en haut du Faron, à 500 mètres d'altitude. C'est un ouvrage de la fin du XIXe siècle, lorsque l'artillerie est encore plus puissante et destructrice. L'adversaire sur cette photo viendrait de la droite, et on voit qu'on peut imaginer aisément que pour un observateur ennemi qui est placé sur la droite, eh bien la caserne qui est encerclée de rouge, la caserne ne se verrait pas. Elle est masquée des vues, elle est défilée des coups. Et dans cet ouvrage de la Croix-Faron, eh bien, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'à 15 mètres de profondeur, ont été creusées des galeries, des chambres à canon. Il était prévu initialement de placer les canons dans des cavernes à 15 mètres de profondeur qui auraient tiré vers la droite à travers des embrasures qui auraient été percées à flanc de montagne. Un élément essentiel dans la vie d'un ouvrage militaire, c'est l'eau, je l'ai dit tout à l'heure, 5 litres par homme et par jour.
Ça fait pour des forts qui peuvent contenir jusqu'à 800 hommes, ça fait des citernes avec des quantités d'eau tout à fait considérables. On voit à gauche la citerne sèche, elle est sèche aujourd'hui du fort Lamalgue. Et puis à droite, on voit des citernes qui sont toujours en service, qui récupèrent de l'eau de pluie ou qui peuvent servir de réserve d'eau d'incendie sur le fort de la Croix-Faron. Autre élément essentiel, évidemment, c'est la poudre. La poudre pour les canons, eh bien, les magasins à poudre, on reconnaît leur structure un peu typique avec les contreforts, et puis des locaux protégés par un sas avec double porte et pour des raisons de sécurité que l'on devine. Ici, 19e siècle, eh bien, on protège, comme le reste, on protège tous les locaux, y compris les magasins à poudre, sous des masses de terre, comme sur ce massif. Et puis, au fil du temps, on va les enterrer un peu plus profondément. Ici, on est à Porquerolles. C'est ce qu'on appelle un magasin semi-caverne. Il est semi-enterré dans le sol et protégé par une couche de terre qui fait jusqu'à 3 mètres d'épaisseur. L'organisation intérieure est toujours la même. On voit au centre la chambre à poudre et puis en périphérie, à gauche et à droite, une galerie d'aération qui permet de maintenir une atmosphère parfaitement sèche pour bien conserver la poudre. Et puis, on progresse au fil du temps et à la fin du 19e siècle, eh bien, tous ces locaux à caractère pyrotechnique où l'on va conditionner, préparer les munitions, les explosifs, tout ceci est enterré au moins sous 5 mètres de rochers francs de façon à se mettre à l'abri de l'artillerie qui est sans cesse plus performante. C'est ce que l'on voit ici avec les galeries souterraines du fort de Pipodon. Autre élément important, évidemment, c'est la nourriture, la subsistance. Et ici, c'est un exemple de l'époque de Louis XIV, au fort de l'Aiguillette à la Seine. C'est le four à pain du fort de l'Aiguillette qui permet de faire 200 rations quotidiennes. Même fonction, mais avec un matériel un petit peu plus moderne, mais sur un principe toujours équivalent. C'est au fort de la Repentance, à Porquerolles. On voit que c'est un peu plus confortable pour cuisiner, mais le principe reste toujours le même. En matière de défense côtière, on trouve des organisations qui sont plus légères que dans les forts de défense terrestre, puisque l'objectif d'une batterie de côte, c'est uniquement de porter de l'artillerie. C'est ce qu'on voit ici, une batterie tournée vers la mer en partie haute, juste un parapet en arc de cercle derrière lequel on place des canons, un petit bâtiment rouge qui est un corps de garde avec un petit local à poudre, et puis c'est tout. On a quelquefois des organisations un peu plus complexes parce que certains endroits sont plus stratégiques en matière de défense. C'est l'entrée de la rade de Toulon, soit en rade des Vignettes, le fort Saint-Louis qui est en haut à droite, dont on reconnaît la plateforme avec toutes les embrasures qui tirent autour d'une ellipse vers la rade des Vignettes, ou bien le fort de Balaguer, qui a déjà été évoqué tout à l'heure, qui a été construit en face de l'entrée de la petite rade. Et puis, l'exemple le plus ancien que j'évoquais tout à l'heure, c'est la grosse tour, la tour royale, début XVIe siècle. Le principe est le même, avec des canons qui tiraient soit en terrasse supérieure, on voit des embrasures, ou bien avec des batteries qui ont été ajoutées après coup à fin XVIIe siècle. On en voit un exemple sur la gauche. Et puis les choses, comme en matière de défense terrestre, vont s'épurer, vont se simplifier au fil du temps. À la fin du XIXe siècle, les batteries côtières se réduisent à une expression beaucoup plus simple. C'est un gros parapet en terre massive qui peut faire jusqu'à 8 mètres de largeur et 2 à 3 mètres d'épaisseur. Et puis les plateformes d'artillerie que l'on devine en retrait vont servir à porter les canons qui maintenant portent beaucoup plus loin. Ça peut paraître paradoxal de dire que face à une artillerie beaucoup plus puissante, on se contente de mettre des parapets en terre. Eh bien, en fait, l'intérêt vient de ce que lorsqu'un obus explose dans de la maçonnerie, ça va la désorganiser et la réparation va demander beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Tandis que lorsque les obus explosent dans une masse de terre, sachant qu'il s'agit d'un affrontement avec des bâtiments de guerre qui ne vont pas rester pendant des jours et des heures à canonner au même endroit, ils vont se retirer au bout de quelques heures, eh bien, entre deux combats, 2 épisodes de combat, on va venir avec des pelles, des brouettes et remettre la terre en place. Et puis, évidemment, tous les locaux sensibles, on le voit sur le plan du bas, on voit des grosses masses qui se détachent. Ce sont de grosses masses de terre qui protègent la caserne ou le magasin à poudre. On en voit des illustrations ici, avec l'ouvrage du Gros Baou à Saint-Mandrier ou bien la batterie Bonaparte à la Seine. On voit des constructions beaucoup plus épurées
où on ne protège que les locaux sensibles, un maximum de choses étant semi-enterrées. Et puis, on va atteindre un petit peu un summum à la fin du 19e siècle avec l'apparition du béton armé. On va employer du béton armé pour construire les soutes à projectiles, les soutes à munitions qui vont pouvoir se trouver en surface, c'est-à-dire au plus près des canons, ce qui va permettre d'accélérer les cadences de ravitaillement. Car lorsque les locaux sensibles sont enterrés à 10 mètres, il faut avoir des monts de charge, ça prend plus de temps pour ravitailler l'artillerie. On voit ici l'exemple de la Croix des Signaux à Saint-Mandrier. Et puis, les années 20-30, on se part contre la menace aérienne et on va mettre en œuvre également des systèmes de camouflage. Alors ceci, ce que l'on voit sous les yeux, c'est la batterie haute des Mèdes à Porquerolles, près du cap des Mèdes. Et sur la photo de droite, on a une petite coupe qui permet de voir que sous la surface, qui est un voile de béton, donc c'est complètement artificiel, c'est une construction, ça imite le rocher. Et en dessous, on voit qu'il y a une galerie, l'obscurité, ce qui est noir, c'est une galerie de communication entre des positions d'artillerie. Et sur la gauche, c'est ce que les Porquerolais appellent la maison du Schtroumpf, c'est-à-dire c'est un télémètre, c'est un instrument de mesure qui permet de détecter de façon optique les bateaux qui naviguent au large sur lesquels il faudra tirer. Tout ceci est camouflé sous un béton artificiel qui imite le rocher et qui a été utilisé à plusieurs endroits, aussi bien en Provence qu'en Corse. Alors voilà, on a fait, vous voyez, c'était un parcours assez rapide, j'espère qu'il a été suffisamment clair. Je reviens un petit peu à la carte d'implantation générale des ouvrages fortifiés qui subsistent dans l'aire toulonnaise, c'est-à-dire de Sanary jusqu'à Carqueiranne. 70 ouvrages, ça a l'air un peu compliqué comme ça. Si on revient en suivant un petit peu le fil que j'ai esquissé devant vous, on voit ici la défense côtière. Les pastilles les plus claires correspondent aux batteries qui ont été aménagées de la fin du XVIIe siècle jusqu'au milieu du XIXe siècle. Elles sont toutes le long du rivage parce que la portée est relativement courte. Elle atteint entre 1000 et 2400 mètres. Et puis, à la fin du XIXe siècle, lorsque la portée devient plus importante, 4000, 6000, voire 10 000 mètres et davantage, eh bien, on a les batteries qui correspondent à des pastilles rouges. Il y en a moins. Elles sont placées en hauteur, ce qui veut dire que lorsqu'on est en hauteur, on a un champ de vision et un champ d'efficacité des canons qui est plus large. Et puis l'avantage, c'est que bien, les bateaux qui tirent depuis la mer vers des batteries qui sont en altitude n'ont pratiquement aucune efficacité. Si on vient sur la défense terrestre, au XVIIe, XVIIIe siècle, ce qu'on avait comme fortification, c'était essentiellement l'enceinte urbaine, l'enceinte de la ville, avec le fort Lamalgue, le fort Sainte-Catherine et le fort d'Artigues. Et puis au milieu du XIXe siècle, on va faire une ceinture de forts qui va aller sur le Faron, qui va aller jusqu'à Malbousquet et jusqu'à Saint-Mandrier, parce que la presqu'île de Saint-Mandrier était susceptible d'être l'objet d'un débarquement d'un corps d'armée adverse, et Saint-Mandrier était également une clé d'entrée pour Toulon. Et lorsqu'on continue au fil du temps, eh bien, on retrouve en couleur claire la ceinture de fort détachée des années 1840-1850, et puis en rouge à l'extérieur, c'est ce qu'on appelle le système serré de rivière du nom de son concepteur, qui était un général du génie de la fin du 19e siècle. On a une nouvelle ceinture de fort détaché qui était conçue à une époque où l'artillerie portait à 6000 mètres et qui part donc de Sifour à l'ouest jusqu'à la Colle Noire à l'est, en passant par Pipodon à Évenos, en passant par le Mont Caume et par le Coudon. C'est une ceinture de 35 km de longueur qui éloigne donc l'adversaire de la place de Toulon. Voilà, ça a été très rapidement présenté. Vous voyez tout ce système, il a été édifié pour une raison qu'il est vital de conserver la rade de Toulon qui abrite le port militaire de Toulon depuis plus de 4 siècles maintenant. C'est la raison pour laquelle tout ce patrimoine a été édifié. Toulon a quand même subi, c'est un patrimoine qui n'a pas été inutile, puisque Toulon a été envahi à plusieurs reprises au XVIe siècle.
y compris occupée par les Anglais en 1793, par les Italiens et les Allemands en 42 jusqu'en 44. Et Toulon a été plus souvent repris par des troupes françaises que par des troupes étrangères. Ça mérite d'être signalé en passant. Voilà, j'en ai terminé et s'il y a des questions, bien, j'y répondrai avec plaisir. Merci beaucoup Bernard. Merci. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous sur cette conférence passionnante sur notre patrimoine fortifié, ou des remarques ou des regards sur cette présentation? Une question pour vous Bernard, ne bougez pas. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir combien de fortifications restent encore opérationnelles à l'heure actuelle, ou à peu près en pourcentage, quoi, comparé à toutes celles qui sont existantes. Alors, quand on dit opérationnel, je dirais qu'elles sont toujours utilisées, non pas à des fins guerrières, parce que maintenant, toutes ces fortifications sont complètement désarmées, mais sur l'ensemble, il en reste pratiquement la moitié qui appartient toujours aux armées, mais les ouvrages qui ont une véritable utilité, on peut les compter sur les doigts d'une main. Ce sont essentiellement, par exemple, le fort de Sifour ou le fort d'Aquafaron, qui, compte tenu de leur position en altitude, sont utilisés comme station de transmission. D'autres sont utilisés pour des organismes tertiaires, ou alors certains sont en fait également occupés par des associations qui les restaurent, qui les conservent et qui les font vivre. Mais vous voyez, l'occupation à titre purement militaire, elle se limite au doigt d'une main. Merci beaucoup Bernard. Une autre question peut-être? Ah, une question, ne bougez pas. Bonjour, j'étais pas là tout au début, je suis arrivé au bout de la deuxième minute. Qu'est-ce qui a motivé le choix de l'installation à Toulon en fait, du système défensif? Qu'est-ce qui a provoqué à l'origine l'emplacement à cet endroit-là? Alors, le but principal de ces fortifications, c'est de protéger le port militaire de Toulon, puisque l'utilisation militaire de la rade de Toulon remonte à Henri IV, qui a fait stationner des galères qui étaient historiquement installées à Marseille. Henri IV les a fait baser pour quelques années à Toulon. Et puis, à partir des années 1660, Louis XIV a fait développer le port militaire de Toulon, qui est toujours d'ailleurs le grand port militaire français en Méditerranée. Alors, pourquoi Toulon a été choisi? Tout simplement parce que si on regarde une carte, on voit que de la frontière italienne jusqu'au Rhône, il y a très peu de rades abritées. Il y a des rades un petit peu protégées du côté du golfe Juan, mais c'est trop près de la frontière du Var, et puis surtout, ça n'est pas suffisamment protégé contre certains vents. Ensuite, quand on va vers Saint-Tropez, il y a le golfe de Grimaud, mais qui lui-même aussi est relativement ouvert vers les houles et les vents de sud-est. Ensuite, on a Toulon, qui est protégé pratiquement aux trois quarts, directement du Mistral, directement du sud-est par la presqu'île de Saint-Mandrier et indirectement grâce aux îles d'Hyères. Et ensuite, lorsqu'on va jusqu'à Marseille, plus rien n'est protégé. Donc, c'est vraiment la géographie qui a imposé Toulon comme port militaire, d'où les fortifications, puisque Toulon a souvent été un objectif, notamment des Anglais qui avaient une force navale qui nous concurrençait. Il y avait également les Hollandais, les Espagnols à l'époque. Donc, c'est la raison pour laquelle on a eu tout ce système à Toulon. Bonjour. Souvent, les histoires de Toulon et de Brest sont liées par rapport à la problématique de la défense. Est-ce qu'en termes de techniques de fortification, il y a des spécificités, j'allais dire géographiques, ou des points particuliers qui différencient l'un de l'autre? Non, pas du tout. Partout où l'on va en France, il y a encore de nombreuses fortifications qui existent en France, notamment sur les côtes. Ce sont les mêmes principes qui sont appliqués. Maintenant, il n'y a pas, sauf à une exception près, il n'y a pas de plan type. En fait, ce qui commande en matière de fortification, c'est le terrain. Ce qui importe, c'est de ne pas être dominé par l'adversaire, géographiquement parlant. C'est donc de le dominer, c'est d'avoir des vues sur les
les axes par lesquels l'adversaire peut attaquer. Et puis, c'est d'étudier ce qu'on appelle les plans de feu, c'est-à-dire faire en sorte que de l'implantation où l'on est, on ait une bonne vue sur les zones menaçantes et que l'on puisse battre efficacement ces zones avec l'artillerie. Donc, on raisonne en 3 dimensions, c'est-à-dire la visibilité sur les zones dangereuses, la supériorité altimétrique et puis l'efficacité des pièces d'artillerie. Donc, c'est ceci qui donne les grands principes. Alors, il y a quand même des grandes écoles au fil du temps, notamment le Bastion. Ces ouvrages qui sont pentagonaux en pointe ont été inventés par les Italiens pendant les guerres de la Renaissance et puis a été utilisé après. Et puis, vous l'avez vu sur les exemples que j'ai montrés, au fil du temps, en fonction de l'efficacité de l'artillerie, la forme des ouvrages va s'adapter pour résister davantage à des projectiles qui sont plus efficaces et qui tirent plus loin. Merci beaucoup Bernard Cross. Vous avez su combler votre absence par une présentation très intéressante. Je crois que je traduis votre pensée, chère audience. Merci. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, on va se quitter là-dessus.